Pardon, je vais tousser pas mal parce que j'ai chopé une bronchite dans des salles de classe il y a un mois et ça part toujours pas. Voilà, c'est bien. Quand j'étais en 5e française, donc ici je crois que c'est la 2e secondaire, notre prof de français nous a fait lire Les Misérables, version non abrégée, pendant les vacances de la Toussaint. Je dirais pas que j'en garde un souvenir entièrement négatif, je dirais à 97% à peu près. Je dirais pas que ça a flingué toutes mes vacances, à peu près 64% probablement. C'était si long, c'était si gavant, c'était si sinistre. Quand je suis revenue en cours, à la fin des vacances, la prof nous a dit « Alors, soyez honnête, qui l'a lu en entier ?» Alors moi, j'étais vraiment la bonne élève de service, le surmoi répressif ultra efficace. Alors je pensais que tout le monde l'avait lu en entier, je veux dire, c'était obligé, quoi. Mais j'étais la seule à lever la main. « Eh ben, a dit la prof, pas réjouie du tout. Elle est venue vers moi, elle m'a dit « T'as tout lu ?» Et j'ai dit « Oui, mais sauf à un moment, il y avait une longue bataille, alors j'ai sauté des passages. » Et elle m'a dit « Mais faut pas sauter des passages !» Alors, à l'époque, je ne savais pas ce que j'aurais voulu entendre, ce que nous aurions tous voulu entendre à la place de ces remontrances. Mais 24 ans plus tard, je crois que je le sais. Ce que j'aurais voulu entendre, c'était cette phrase. Je comprends. C'est difficile à lire. Voire encore plus, je comprends. C'est difficile de lire. C'est difficile de lire. C'est difficile à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 35 ans, à 75 ans. Cette phrase est devenue un mantra pour moi. Je la répète aux ados, aux enfants que je rencontre en classe. C'est difficile de lire, en fait. C'est normal que vous trouviez ça difficile. C'est normal que ça vous fasse tirer la langue. C'est un effort. Ce dont je m'aperçois, c'est que cette phrase n'est pas stressante pour les jeunes. Elle est calmante. J'entends flotter les pensées. Eh oui, c'est vrai, c'est difficile. Pourquoi personne me dit ça d'habitude ? Je vais faire dans cette conférence un continuum entre lecture et écriture, parce que pour moi, les deux actes sont très liés, dans ma vie comme dans ma conception de la littérature, et je ferai parfois des distinctions entre les deux. Mais je commence avec cette idée-là, donc, dont je suis convaincue qu'elle est plus calmante que stressante pour tout le monde. L'écriture, comme la lecture, c'est difficile, ça n'a rien de naturel, vous le savez. Ça requiert de hacker le cerveau. L'apprentissage est long, douloureux, et il dure toute la vie. Les textes qu'on lit et qu'on écrit nous font tirer la langue, halter, saliver, et pas toujours dans le meilleur sens du terme. Tout dans l'écriture et la lecture est difficile. Les points les plus techniques comme les plus conceptuels. Un jour, j'étais dans une classe et une petite fille de 7-8 ans me demande « Est-ce que c'est difficile d'écrire ?» Alors je lui dis « Bah oui, bien sûr, il y a des difficultés. » Je lui retourne la question, je fais ma bonne éducatrice progressiste. « Toi, qu'est-ce que tu trouves difficile dans l'écriture ? Vous trouvez ça difficile, les enfants ? » « Oui, je trouve ça difficile. » « Alors qu'est-ce que vous trouvez particulièrement difficile ? » ?»« Les majuscules. » Apprendre à décoder, c'est difficile. La langue allongée par l'effort, en grignotant son crayon, les larmes au fond de la gorge, l'enfant commence à comprendre comment ça fonctionne. Le français et l'anglais, comme vous le savez, sont particulièrement absurdes. La correspondance graphophonémique vient directement dans un grand ricanement démoniaque du 8e siècle de l'enfer.
Mon fils de 4 ans, qui est élevé dans un contexte bilingue, il ne sait pas encore lire, mais il a déjà compris que c'était galère. Récemment, il m'a écrit une série de lettres, juste des lettres au hasard, les unes après les autres, et il m'a dit « J'ai écrit un mot, oh c'est bien mon chéri », avant de montrer 3 lettres en disant « Celle-là, celle-là et celle-là, elle ne se prononce pas ». Quand on commence son alphabétisation, c'est comme si on avait un troll sur l'épaule qui nous tape la tête à coups de marteau tout en nous hurlant dans les oreilles des trucs qui sont différents de ceux qu'il nous met devant les yeux. Et puis d'un coup, hop, on croit que ça y est, que c'est fait. Une fois passé le décodage, qu'est-ce qui resterait à apprendre? Ça y est, t'es lancé, non? Oh là là, comment ça se fait qu'il décroche? Il y a tellement peu de gens qui comprennent vraiment ce que ça veut dire savoir lire. Et combien il y a loin de « je sais décoder » à « je sais comprendre un texte » à « je trouve du plaisir à un texte ». Frustration, du coup, du côté du jeune lecteur. Moi qui sais lire, pourquoi la lecture me laisse de côté? Amertume. De toute façon, j'y comprends rien. Et les gens qui disent qu'ils aiment lire, c'est des snobs et puis c'est tout, c'est pas pour moi. À côté de ça, les écrans. Quel confort, quelle immédiateté. Derrière leur lisse clarté, déjà toute cadrée pour nous, il y a des créatures séduisantes qui font des choses que l'on reconnaît déjà. Le son s'accorde parfaitement à l'image, et c'est comme si un monde plus coloré, plus ordonné, plus divertissant venait naître dans notre monde à nous. Devant les écrans, le petit diable se tait. Lui aussi, il est hypnotisé. Il n'y a rien qui me déprime autant que de voir un enfant de 2, 3 ou 4 ans rester debout comme ça, devant un écran de télé. Tellement fasciné qu'il en oublie de s'asseoir. L'effort physique est aboli. Et c'est quand on retire un écran à un enfant, comme à un adulte d'ailleurs, qu'il ouvre la bouche et qu'il se met à tirer la langue, qu'il écume, qu'il halète, qu'il salive, la langue pendue, les yeux injectés de sang. J'en veux encore de l'immersion, encore de l'immédiat, encore du facile. La difficulté de la lecture et de l'écriture, on ne peut pas les ignorer. Ces langues tirées par l'effort, il faut les voir et les dire. C'est difficile de lire, mais ne pas se tromper quand on cherche à simplifier les choses. Faciliter l'accès à la lecture, oui, mais sans jamais avaler sa langue. Et là, je laisse Barou, qui est mon point puissant, c'est mon PowerPoint, je l'appelle mon point puissant. Parce qu'ici, on est au Québec, donc on parle français, on traduit en français tous les termes. Je laisse mon point puissant écrire le titre de la prochaine sous-partie. Au rebours de ces douloureuses évidences, il est important d'en rappeler d'autres, et beaucoup plus joyeuses. Ce n'est pas la langue qui est un problème, c'est la langue qui est la solution. Les enfants n'ont pas peur de la langue, ils n'ont pas peur des mots compliqués, des tournures labyrinthiques, des moments où ça tombe en panne. Même avant d'avoir à peu près compris comment fonctionne la langue, ils adorent déjà l'entendre dysfonctionner. Le prince de Motordu habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleus, blancs, rouges qu'on pouvait voir de loin. Hein? Quoi? J'y comprends rien, mais je suis déjà pliée de rire, d'enchantement, de perplexité.
le quotidien d'un petit enfant est littéralement fait d'apprentissage de mots nouveaux. Pour lui, il n'y a aucune différence entre les mots toboggan, tricératops et protagoniste. Il n'y en a pas un qui soit plus compliqué que les autres. Tout est nouveau. L'une des phrases que j'entends, et je suis sûre vous aussi, le plus souvent des parents, c'est « J'ai cru que ce texte serait trop compliqué pour lui, mais en fait, il a adoré. » Là, j'ai toujours envie de dire l'inverse de ce que j'ai dit plus haut. C'est normal que ce soit facile. Autant son cerveau n'est pas fait pour lire et écrire, autant il est littéralement fait pour le langage. Votre enfant de 3 ans, madame, est nullissime pour lasser ses chaussures. C'est un cancre de l'épluchage des carottes. Il se passera de nombreuses années avant qu'il arrive à passer le balai convenablement, malgré son énorme enthousiasme. Cependant, c'est un génie de la langue, comme tous les autres enfants de son âge. Il est littéralement fait pour. Il a la curiosité pour, il a la plasticité pour, il a la mémoire pour, il a envie, il joue avec. Alors vous le savez tous, bien sûr. Mais cette évidence-là ne l'est pas pour tout le monde. En tant que société, nous nous trompons collectivement sur les difficultés soi-disant rencontrées par les jeunes lectrices et lecteurs face au texte. Nous sous-estimons dramatiquement la difficulté que c'est d'apprendre à lire et à écrire, et en même temps, nous surestimons absurdement la difficulté que c'est d'apprendre la langue. La langue est là, dans leur bouche, depuis le début, et elle s'agite dans tous les sens. Ce n'est pas trop difficile pour eux d'apprendre des nouveaux mots bizarres, rigolos, torsadés. Répétons-le aux parents, aux amis, aux auteuristes, aux éditeuristes, aux profs, aux médiateuristes, qui sont parfois trop bien intentionnés. C'est même l'inverse. Ce sont les mots bizarres qui leur collent à la langue. Un jour, une petite fille me dit que son livre préféré de moi est mon album « La Louve ». Je lui demande pourquoi. J'ai conscience que c'est une question qui est très difficile pour les enfants. Et elle me dit « parce qu'à un moment, ça dit « un grand manteau mité ». Ce qui nous reste de notre enfance, ce sont, entre les anecdotes floues et nostalgiques, ces mots piquants qui faisaient pétiller la langue et les oreilles. Certaines d'entre nous ont eu la chance de connaître des enseignants, des enseignantes qui encourageaient ce rapport décomplexé à une langue complexe, qui en facilitait l'accès. Christiane était la bibliothécaire de mon école primaire. C'était une toute petite mezzanine qui nous semblait énorme, juchée en haut d'un escalier interminable. Dans ces ateliers, nous découvrions 100 000 milliards de poèmes. Nous découvrions exercices de style. Nous devions cartographier une ville où toutes les rues étaient des jeux de mots. Rue Stine, rue Béole, rue Tabaga. Nous écoutions des textes oulipiens et nous mettions en scène le dromadaire mécontent de Jacques Prévert. Je me rends compte aujourd'hui combien cette femme était en avance sur son temps. Plus ancienne garde, M. Bonijol, le directeur, venait nous faire cours si notre maîtresse était absente. C'était alors toujours le même cours. Sortez un papier et écrivez des mots brillants, nous imposait-il. Des mots brillants, il n'était pas très explicite sur le sujet, mais bon, c'était des mots qui avaient pour nous une saveur particulière, qui étaient rigolos, bizarres, merveilleux. J'avais 7 ou 8 ans et cette consigne pour moi était aussi obscure que fascinante. Je mettais, sans trop savoir pourquoi, mousse, poulpe, scintillé, écrevisse, cloque, turlututu. Maintenant, écrivez un texte avec tous ces mots. Bon, les textes de Frankenstein qu'on en tirait ne devaient pas être exceptionnels. Et les enfants qui n'étaient pas sages se faisaient littéralement tirer les oreilles. C'était vraiment l'ancienne garde, je vous dis. Mais les ateliers de Christiane et de Monsieur Bonijol m'ont appris à tirer la langue, à la tirer dans tous les sens, à la titiller, la traficoter, la turlupiner, à avoir l'intuition de ce que c'est qu'un geste littéraire, une langue utilisée, pas comme d'habitude. Mais est-ce que les enfants vont comprendre cette question rituelle épuisante qu'on pose aux auteurs et aux autrices ? On la pose aussi, et peut-être même encore plus, au sujet des ados. L'ado, entend-on énoncer sentencieusement, a besoin d'être immédiatement captivé. L'ado, figurez-vous, n'a aucune patience. L'attention de l'ado est minuscule, l'ado est collé au réel. D'un comportement courant,
un ado en jogging avachi sur un lit sur son téléphone, nous déduisons une essence de son être. Il ne peut pas, jamais, sortir de sa zone de confort. N'allez surtout pas lui mettre des trucs linguistiquement trop compliqués en main. Préjugé faux, là encore, et toxique. L'une des choses qui me frappe le plus de livre en livre, c'est l'extrême flexibilité des ados face à des textes stylistiquement et formellement originaux. Romans en vers, romans graphiques, textes hybrides, formes expérimentales, poésie minimaliste, monologue fleuve. Les acrobaties en vers de mes romans Songe à la douceur et Décomposés ont fait moins peur aux ados qu'à de nombreux adultes. Lecteurs multimodaux, multitâches, hyper réceptifs, de nombreux ados sont en réalité très curieux des textes qui tirent la langue. Là encore, nous sous-estimons leur réelle difficulté de lecture, le fait notamment qu'ils maîtrisent rarement des stratégies clés nécessaires à la compréhension profonde sur le temps long, et nous surestimons leur difficulté à accepter l'originalité, la nouveauté, la différence. L'adolescence, moment de temps, d'émotions, idées, luttes, nouvelles, est éminemment le moment où la nouveauté est moins le problème que la solution. Enfants comme adolescents méritent et désirent la littérature, mais ils rencontrent des difficultés techniques et interprétatives qui les empêchent de tirer entièrement profit de leur lecture. Dans le fameux décrochage, nous confondons l'un et l'autre. Certains que ce sont les textes qui sont linguistiquement ou stylistiquement trop difficiles, nous leur donnons des textes trop peu ambitieux, peu joueurs, peu nouveaux, peu aptes à stimuler la curiosité pour le geste littéraire. Convaincus que la lecture en elle-même n'est plus un problème puisqu'ils savent décoder, nous ne pensons pas à continuer à la leur enseigner. Quand je dis « nous », ce n'est pas « nous ». Je sais que je prêche aux convertis dans cet amphithéâtre. Mais pourtant, il faut nous le rappeler à tout moment. Notre vision, que j'imagine assez largement partagée ici, de l'éducation littéraire, une vision exigeante d'un point de vue littéraire, mais véritablement accompagnante d'un point de vue pédagogique, cette vision-là, elle est minoritaire. La plupart des gens se scindent en deux camps. D'abord, il y a ceux qui placent les textes au-dessus de tout et ne valorisent donc aucune forme d'éducation littéraire qui ne mènerait pas au classique. Le plaisir en option. Ensuite, il y a ceux qui sombrent dans un relativisme tout aussi toxique, estimant que tous les textes se valent, que l'essentiel c'est qu'ils lisent peu importe quoi, voire qu'il n'y a pas de mauvais textes. Si rien ne compte d'autre que les classiques, alors pourquoi nous battons-nous ? Les lecteurs alors sont sans importance et universellement remplaçables. Si tout se vaut, s'il n'y a pas de mauvais textes, alors pourquoi nous battons-nous ? La littérature alors est sans importance et universellement remplaçable. Une éducation littéraire digne de ce nom doit prendre en compte et les lecteurs et la littérature. Elle peut le faire seulement en maintenant à la fois qu'on peut rendre la lecture moins difficile pour les lecteurs, tout en revendiquant une littérature complexe. Car la difficulté et la complexité, ce n'est pas la même chose. Un texte complexe, c'est un texte qui s'étire à l'infini dans toutes les directions. C'est un texte dont on ne finit pas de découvrir des reliefs. Un texte qui résonne avec tout notre être, dans ses contradictions, ses non-dits, ses désirs et ses failles, avec notre propre complexité à nous. Une lecture difficile, c'est lié moins à un texte qu'à une difficulté plus générale, une difficulté à faire appel aux bons outils pour activer compréhension et plaisir. Toute la difficulté de l'éducation littéraire est de donner accès le plus simplement possible à des textes les plus complexes possibles. Je vais laisser mon point puissant nous indiquer la direction suivante.
Cette question de la différence entre les difficultés de lecture et la complicité littéraire devient d'autant plus philosophique et politique quand on prend en compte l'une de ces mauvaises solutions, celle que j'ai mentionnée en deuxième. C'est la tentation bien intentionnée de se dire, pour que la lecture devienne plus facile, rendons les textes plus faciles. Et plus faciles notamment ces derniers temps dans le sens de dotés de caractéristiques semblables à celles d'autres médias, notamment les films, les séries et les écrans. Nous avons la tentation de loucher du côté des formes textuelles transparentes, entre guillemets, qui permettent un accès apparemment direct à ce qui nous semble le plus immédiatement addictif, le plus accrocheur, le plus immersif, l'intrigue et les personnages, au détriment de ce qui nous semble obstruer, bloquer, compliquer la vie des lecteurs, la langue. Des littératures proches des jeunes, nous vante-t-on, collées au réel, avec des narrations en jeu, au présent, du vocabulaire simple, beaucoup de dialogue, de l'action, peu de figures de style, surtout rien qui achoppe, surtout le moins de moments possibles où l'on se rend compte que tout cela est fait à partir de mots. C'est oublier ce qui fait l'essence de la littérature, ce qui vaut qu'on se batte pour elle. C'est le seul art qui soit construit entièrement à partir de mots. C'est-à-dire de ce miracle, un souffle d'air sculpté par nos lèvres qui vient créer image, émotion, impression chez l'autre. « Je suis le vers, témoin du souffle de mon maître », dit Robert Desnos. La littérature, c'est quand nous nous époumonons. Le langage est de la respiration qui vient s'adresser à l'humanité, qui vient témoigner de l'humanité. C'est ce qui fait passer d'un acte de vie ou de survivance la respiration à l'existence. La langue dans notre bouche fait de notre souffle un sens. Et combien ordinairement ce sens est galvaudé, vieux, mâchouillé, remâchouillé. Les mots, dans leur utilisation ordinaire, passent complètement inaperçus parce qu'ils sont complètement remplaçables. Quand il s'agit simplement de transporter de l'information, il y a 1000 manières de dire la même chose. Pour trouver de l'hôtel Delta, tourne à gauche au bout de la rue Saint-Roch. À la fin de la rue Saint-Roch, tu prends à gauche et tu arrives à l'hôtel Delta. Va jusqu'à la fin de la rue Saint-Roch et ensuite vire à gauche. Quelle importance! Mais le littéraire, c'est ce qui ne peut pas être dit autrement. C'est complet, c'est plein. Ce n'est pas le fond et la forme. Ça ne peut pas être paraphrasé. En disant « donnons accès directement à l'intrigue, aux personnages avec la langue la plus transparente possible », nous ne faisons pas de la littérature, nous donnons des informations. Nous nous cantonnons au contenu. Du contenu. C'est cela que nous promettent les intelligences artificielles, générer du contenu. Un contenu, c'est ce qui est contenu dans un contenant. Un poil carcéral comme affaire et surtout déprimant et anti-littéraire au possible, non? Ça part du principe qu'une idée est là, qui attend juste qu'on la mette dans une boîte. Clic, ça peut être dit comme ça, reclic comme ça ou reclic comme ça. Mais c'est pas ça la littérature. La langue littéraire, ce n'est pas dans un contenant. Elle n'est pas transparente. Elle ne cherche pas à passer inaperçue, à juste communiquer une idée ou transmettre un message le plus efficacement possible. Elle ne se contient pas. Elle vient de très profond et elle s'étire dans tous les sens. Elle n'obéit pas au modèle prédictif. Elle est un mélange imprévisible. Mélange de mon humeur, de mon repas d'hier, d'une lecture d'il y a 6 ans, des rognures d'ongles d'un chagrin d'enfance, d'un débris de pensée et d'une envie floue. Je ne veux pas me contenir. J'écris avec les mots sur le bout de la langue. Respectons les mots. Une IA ne lit pas. On a dit « l'IA a lu des millions de livres ». Non. Jamais une IA n'a lu quoi que ce soit. Jamais une IA n'a été picotée par les mots « un grand manteau mité ». Jamais une IA n'a souri d'une blague, râlé d'une longueur, sauté des passages, comme moi, relu une page, relu un livre. Jamais une IA ne s'est demandé ce qu'allait faire le personnage. Jamais une IA n'a relié un texte à une expérience passée. Jamais une IA n'a voulu dire à une autre IA « tu devrais vraiment lire ça ». Respectons les mots. Une IA n'écrit pas. Jamais une IA n'a écrit quoi que ce soit. Jamais elle n'a hésité sur un terme, fait un lapsus, gloussé de joie en trouvant pile poil la bonne formulation, celle qui émerveillera quelqu'un d'autre, touchera, affectera.
Jamais une IA n'a eu besoin, n'a eu envie d'écrire pour se purger d'une peur, d'un désir, d'un trop-plein. Une IA n'a pas de trop-plein, elle génère du contenu. Paradoxe. L'intelligence artificielle nous promet des textes qui sonnent très naturels. Et elle y arrive. Parce que le texte soi-disant naturel, celui dont on ne remarque pas les mots dont il est fait, est éminemment prévisible. Et moi, je ne veux pas de texte naturel. Je veux des textes glorieusement artificiels. Je veux le mot qui fait s'écarquiller les yeux et la phrase qu'on doit relire 3 fois pour comprendre dans quel sens elle fait le cochon pendu. Je veux le texte qui hurle qu'il n'y a rien de naturel dans cet art du langage qu'est la littérature. L'enfance, ironiquement, est une grande différence entre le vrai texte littéraire et le contenu généré par IA. L'être humain, et donc la langue humaine, a eu une enfance. Une enfance, ça veut dire 100 000 milliards d'aléatoires, un corps qui a grandi avec des sensations, des accidents, des désirs, des rencontres, des erreurs, des inventions, des fourches-langues, des mots qui ne sortent pas comme ils devraient, des traumatismes ancrés dans le corps et les expériences physiques. La langue vraiment littéraire, celle que l'on tire, étire, celle qui attire, celle qui nous retire du sens ordinaire et soi-disant naturel des mots, elle n'est pas seulement cognitive, elle est sensuelle, liée à des positionnements du corps, une température, un état de santé, un handicap, par-dessus tout, une histoire personnelle. Cette langue est la trace d'un être qui a grandi en contact avec le monde. Nous devons donner à nos enfants et nos adolescents une littérature qui tire la langue et surtout pas une littérature qui met sa langue dans sa poche bien rangée à côté du smartphone. C'est une responsabilité esthétique, philosophique, politique, surtout aujourd'hui quand la tentation de donner sa langue au chat GPT est Vas-y. Ouais, c'est bien. Dans l'accès à la littérature, la langue n'est pas le problème. Complexe, imprévue, troublée, perturbante, délirante, vivante, elle n'est pas en elle-même difficile. En adoptant une posture relativiste, en disant que tous les textes se valent, qu'il faut privilégier les textes simples, transparents, courts comme des films, nous laissons le champ libre à la prolifération de contenus qui n'ont plus de littéraire que leur contenant. Pourtant, la difficulté demeure. Comment faire aimer cette langue littéraire qui demande tant d'efforts au niveau de la lecture? Et là, mon point puissant va nous donner un indice. Depuis quelques années, et il était temps, étant donné que Comme un roman a été publié il y a presque 35 ans, l'oralité revient sur le devant de la scène. Et on ne saurait assez réitérer l'importance de l'oralité comme vecteur de littérarité. L'oralité remet le mot en souffle. En activant la langue dans la bouche, elle réincarne le langage. Ces mots brillants que M. Bonijol me faisait écrire, ils prennent corps dans l'air en tant que mots résonnants. Alors époumonons-nous. L'oralisation des textes les ancre dans un lieu, un temps et surtout des relations. Pour celui qui écoute, libéré de la page, les yeux vagabondent, caressent un paysage par une fenêtre de voiture. Ce moment-là, mélange de voix, d'odeurs, de mouvements, de saveurs, restera marqué dans l'esprit de celui qui lisait et de celui qui écoutait. Restera accroché au texte pour toujours. Il nous rappelle que la langue cherche toujours quelqu'un pour l'accueillir. Le texte me désire, disait Roland Barthes.
Dans le concours des petits champions de la lecture, dont je suis la marraine, qui est un concours de lecture à voix haute en France, c'est ce qui me frappe le plus souvent avec les lectures à voix haute des enfants, ce désir que la langue atteigne, affecte, fasse rire, fasse pleurer. On peut lire à voix haute, on peut aussi écrire à voix haute. Dans les ateliers d'écriture à voix haute que je mène avec des petits-enfants, nous inventons une histoire tous ensemble que nous écoutons s'écrire par nos voix conjointes, invisibles, dans l'air. C'est possible de discuter d'un choix de mots lancés en l'air. Toute la classe s'y met. Pourquoi pas celui-là ? Non, plutôt celui-là. Quelqu'un finit par proposer le bon, celui qui s'insère parfaitement dans la phrase, faite de rien, faite de souffle, qui naît dans l'air entre nous. Cette histoire et ces mots, aussi éphémères que la rencontre, sont la définition du texte non contenu, né de tous les aléatoires d'un groupe de 25 personnes qui tirent toute la langue à partir de 25 enfances, 25 repas d'hier, 25 fatigues différentes, etc. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que l'oralité est facile, là où la lecture avec les yeux serait difficile. La lecture à voix haute, comme l'écriture à voix haute, requiert une attention énorme. On ne peut pas revenir en arrière, corner la page, s'arrêter pour stabiloter. Mais elle libère notamment du fardeau énorme et monacal de la lecture solitaire, érigée en modèle absolu de la lecture normale, celle où l'on ne peut compter que sur soi-même pour aller jusqu'au bout. Elle offre en temps réel un partage. Je sais si l'autre personne a, elle aussi, sursauté en atteignant telle péripétie. J'ai entendu la gorge se nouer dans la voix du lecteur quand il a lu telle phrase de dialogue. Elle fait ressortir les effets sonores de la langue qui reviennent à notre enfance et à celle de l'humanité. Elle est gonflée, gonflée d'être là, de mobiliser 2, 3, 100 personnes, alors qu'il y aurait tant d'autres choses à faire, plus urgentes, plus productives, alors qu'il serait tellement plus efficace que chacun lise le texte dans son coin. Elle est gonflée de sens. Elle nous rappelle que la langue littéraire est une intrusion dans l'ordinaire. Elle met la normalité à distance. Elle se rit de la productivité. Elle s'en moque. Et là, on va attendre que notre point puissant... T'as vu, je suis allée plus vite. Je t'avais dit qu'elle était plus courte, celle-là, t'as vu ? Mais la prochaine, elle est très longue. C'est la dernière et elle est très longue. C'est comme le concours du plus grand mangeur de hot dogs, cette affaire. Là, je suis désolée, c'est de l'anglais, mais vous allez survivre, je pense. C'est pour rendre hommage à ma patrie de la Grande-Bretagne. Mettre à distance, rire, se moquer, ce sera mon dernier point. C'est là une manière et si importante pour que toute écriture, toute lecture tire vraiment la langue. Les bébés apprennent mieux quand quelque chose les fait rire. Montrez-leur un geste, et puis le même geste, mais en faisant à moitié n'importe quoi et en vous couvrant de crème au chocolat, ils tireront leur enseignement plus rapidement de la version Gaston Lagaffe. Le monde va vite, et tout le monde, y compris les institutions éducatives, y compris les institutions littéraires, sont de plus en plus soumises à des impératifs d'efficacité. Où sont les interstices de drôlerie dans nos pratiques ? À quel moment pouvons-nous gaffer ? Quels espaces, quelle tolérance pour la loufoquerie, la fantaisie, la blague, le jeu de mots pourri ? Mes plus grands souvenirs de lecture d'enfance, sur mon lit à avoir mal au bide et presque faire pipi dans ma culotte, sont dus à Fifi Brin d'Acier, Fantomette, Tom Tom et Nana, mais aussi à l'adolescence, Louise Renison par exemple, où il est si tentant de se complaire dans le marasme, le voyeurisme, ce que Sartre appellerait un esprit de sérieux, une façon d'être collé au réel, sans moyen de s'en distancier. L'humour réaffirme notre moi
en le transgressant. Dans un épisode légendaire de Fifi Brin d'Acier, celle-ci avise une pharmacie où une affiche clame « Souffrez-vous de taches de rousseur ?» Ni une ni deux, elle entre dans la pharmacie, s'avance vers la pharmacienne et lui dit « Non !» « Non quoi ?» s'enquiert la pharmacienne un brin surprise. « Non, je ne souffre pas de taches de rousseur !»« Mais ma pauvre enfant !» s'exclame la bonne dame, « tu es couverte de taches de rousseur !»« Oui, mais je n'en souffre pas, je les trouve très belles !» Anne Wetheny n'aurait pas dit mieux. L'humour n'est pas simplement un effet. Il a partie liée avec la littérarité. Il est, par définition, un ennemi du littéralisme, c'est-à-dire du langage compris comme si le mot épousait exactement le monde. Ma maman m'a dit que son amie Yvette était vraiment chouette, dit Alain Le Sceau, et l'illustration de l'album montre une énorme chouette, très élégante, en manteau de fourrure, qui entre dans la maison. Voilà ce qui se passerait, nous dit l'album, si le réel et la langue étaient en parfaite adéquation. Irrévérencieux envers la vie, la langue, la littérature elle-même, la lecture, le texte humoristique pour enfants et ados ouvre des bulles entre notre conscience et le monde. Il y a des espaces entre, nous souffle-t-il. Entre une blague et le rire éminemment, cet espace de tension où on attend de trouver de tout, même un ami. Oui, j'ai voulu faire une blague sur un Jean Coutu, mais elle n'a pas super marché. Voilà. L'humour est souvent méprisé ou tout simplement ignoré en littérature jeunesse comme en littérature adulte, alors même qu'il existe tant de formes d'humour et si facilement mélangeables. Une blague scato peut émerger dans un pastiche sophistiqué, des calembours, saupoudrer un moment d'humour tendre, une course-poursuite burlesque, inclure des trouvailles d'autodérision délicieusement britanniques. L'humour se marie à tous les genres, à toutes les formes. Ironie et sarcasme mordent à belles dents, tandis que la tendre fantaisie chatouille comme une limonade. Toby mesurait 3 mm de haut, pas très grand pour un enfant de son âge, commence Timothée de Fontbelle au début de Toby l'Aulness, avec un doux sourire. Le ton est lancé, l'aventure nous tire déjà la langue. Contre le sens commun, l'humour nous force à nous faufiler dans des sens souvent interdits. Le sens figuré, le sens caché, le sens large, le sens de la vie en sorte. La langue littéraire même est une drôlerie, voire une bouffonnerie. En se refusant à arranger classiquement les mots et les phrases, elle joue le rôle du bouffon du roi, et souvent le montre nu. Il m'arrive de lire des textes avec des partis pris stylistiques et formels tellement hors du commun qu'ils me font rire alors même qu'ils ne sont pas véritablement drôles, mais ce qu'ils chamboulent de ma vision du langage est tel que je me dis « c'est gonflé ». Gonflé de sens, gonflé de vie, gonflé d'un grand point d'interrogation par rapport à la réalité, à la norme, au naturel. Chasser le naturel, pourtant, il revient au galop. Je m'interroge en voyant parfois avec quel sérieux les ados, jeunes adultes abordent des textes qui sont de toute évidence humoristiques. Récemment, j'ai donné à lire Peter Pan à mes étudiants donc à l'université et nous faisons ensemble une analyse du premier chapitre. Je vais vous en lire un extrait. Donc ça, c'est un extrait de Peter Pan de James Matthew Barrie, publié en 1911. Madame Darling se maria en robe blanche. Au début, elle tint les livres de contes à la perfection, comme en se jouant. Il n'y manquait même pas une tête de chou de Bruxelles. Puis, peu à peu, des choux-fleurs entiers passèrent au travers. Et à leur place, l'on vit des images de bébés sans visage. Au lieu de les additionner, Madame Darling les dessinait. C'était ses pronostics. Wendy vint la première, puis John, enfin Michael. Pendant une semaine ou deux après la naissance de Wendy, ses parents se demandèrent s'ils pourraient la garder, car cela faisait une bouche de plus à nourrir. Monsieur Darling était très fier de son rejeton, mais en homme responsable, il vint s'asseoir sur le lit de sa femme, lui prit la main et se mit à calculer les dépenses futures, sous le regard suppliant de Madame Darling. Elle était prête à courir ce risque, advienne que pourra, mais ce n'était pas du tout la façon de voir de son mari. Il n'y voyait clair qu'armé d'un crayon et d'une feuille de papier. Et si, par malheur, elle l'embrouillait avec ses suggestions, il devait tout recompter depuis le début.
Cette fois-ci, ne m'interromps pas, demandait-il. J'ai 1 livre 17 ici, 2 livres 6 au bureau. En me passant de mon café au travail, je gagne 10 shillings, ce qui fait 2 livres 9 shillings et 6 pence, puis tes 18 livres 3, cela fait 3 livres 7 shillings 9 pence plus 5, 0, 0. Qu'est-ce qui remue ? 8, 7, 9, je reporte 7. Ne parle pas, mon trésor, plus la livre que tu as prêté à cet homme qui est venu frapper à la porte. Tranquille, bébé, je reporte bébé. Ça y est, vous avez réussi. Que disais-je ? 7, 9, 7, oui, 7, 9, 7. La question est donc de savoir si nous pouvons vivre pendant 1 an avec 9 livres, 7 shillings, 9 pence. Aucun problème, George. Mais Madame Darling avait un préjugé en faveur de Wendy, et c'était lui qui, des deux, montrait la plus grande force d'âme. « Souviens-toi des oreillons, dit-il d'un ton menaçant, et il enfourcha de nouveau son dada. Oreillons, 1 livre, c'est ce que j'inscris, mais je crains que cela ne s'élève à une trentaine de shillings. Chut, rougeole, 1 livre et demi, rubéole, 1 demi-guinée, ce qui fait 2, 15, 6, cesse d'agiter le doigt, coqueluche, disons 15 shillings, et la liste s'allongeait, et le total n'était jamais le même. En fin de compte, Wendy passa de justesse, avec un rabais de 7 shillings 6 sur les oreillons et les 2 maladies rouges ramenées à une seule. Alors, ayant écouté de la part de mes étudiantes des analyses de ce passage comme typique d'un couple traditionnel où l'homme est obsédé par l'argent, la femme par le foyer et les enfants, ce qui témoigne d'une répartition des rôles tristement sexiste, je finis par me rendre compte que tout le monde l'a pris au premier degré. L'absurdité totale de ce passage leur est passée complètement au-dessus de la tête. Le sérieux l'a emporté. Pire, l'attitude de Mr. Darling, le personnage, leur fait dire que le texte lui-même est sexiste, traditionnaliste, conservateur. Que s'est-il passé dans une éducation littéraire pour qu'un texte comme celui-ci soit pris au premier degré ? Je les interroge sur leurs affects. Qu'avez-vous ressenti en le lisant ? De l'indignation, de la tristesse pour Mrs. Darling. Vraiment ? Ça vous a pas fait rire ? Ah si, une étudiante a trouvé une phrase drôle. Que s'est-il passé dans une biographie de lecteur pour que ce texte soit pris au sérieux ? Je pense que ce qui s'est passé, c'est une éducation littéraire qui leur a appris à tourner 7 fois leur langue dans leur bouche. Une éducation littéraire qui leur a appris à tenir leur langue. Une éducation littéraire qui s'est focalisée sur des nourritures trop simples, voire simplistes, en croyant bien faire, au lieu de leur faciliter l'accès à des textes complexes, par l'oralité, par le jeu, par le rire et le partage. Pourquoi faites-vous des textes humoristiques, me demande-t-on souvent. Avant, je répondais, et c'est vrai, que ça me venait naturellement. Maintenant, j'ai une fierté presque politique à le revendiquer. Dans ma série actuelle, donc Pierre Bayard, détective privé, que tu as été gentil de montrer, Yves, j'ai voulu mélanger analyse littéraire, enquête et rire. Parce que pour moi, les approches sérieuses de la littérature ne se font jamais sans un sourire en coin et sans une certaine folie investigatrice. Je fais des textes drôles parce que je crois à une écriture qui tire la langue. Je crois que l'humour et le littéraire font partie d'un même mouvement, celui qui refuse le simplisme, le littéralisme, l'immédiateté du réel. L'essence de la littérature est une langue qui fourche. Ici, à 2 mots et 2 craies, je sais que nous partageons les mêmes idéaux. Le succès du Congrès le montre, nous sommes beaucoup qui voulons donner aux enfants et aux adolescents une vraie littérature bourrée, blindée, gonflée, boursouflée de langue. Une littérature qui revendique sans complexe sa complexité, ses bizarreries, son inconfort, son imprévisibilité. Par tous les moyens, au fil de ce congrès, discutons des manières de faciliter tous les accès à ces sens interdits. Continuons à enseigner la lecture bien au-delà du décodage. On peut apprendre à mieux comprendre les textes tout au long de sa vie, si on a les bonnes stratégies en main. On peut ouvrir tous les genres, tous les textes à la compréhension des autres et de soi-même, si l'on sait comment les aborder. Adultes, montrons aux enfants et aux ados que nous continuons nous-mêmes à apprendre à lire, que nous continuons à trouver ça difficile, mais que cette difficulté ne nous donne pas pour autant envie de textes plus simples. Au contraire, elle nous aiguillonne vers la complexité. Valorisons sans limite les pentes douces vers cette complexité. Les traductions des livres en falque littéraire, français facile à lire et à comprendre, comme le font par exemple en France les éditions Kilema, adaptent, mais avec un nouveau geste littéraire d'une nouvelle complexité, pourtant plus aisée à comprendre pour tout public, des œuvres littéraires.
Les mises en voix, les arpentages, les audiolivres, les débats, les clubs de lecture, le cosplay, la fanfiction, le fanart, les influenceurs et influenceuses, les parodies, pastiches et autres irrévérences qui nous déploient les textes infiniment. Et si nécessaire, disons aux ados cette phrase hautement titillante: la littérature, c'est le meilleur moyen de passer sa vie entière à s'embrasser avec la langue. Merci beaucoup.